Donc je suis avec Laetitia qui représente dans la structure qui s'appelle Conscience. Conscience, c'est un jeu de mots sur un mot valise qui combine conscience et ange. Ah, d'accord. J'ai du mal à trouver, mais j'ai trouvé quand même. Bravo. J'ai du mal à dire. Et alors, vous êtes spécialisé dans les anges? Alors non, pas du tout. Je suis thérapeute médiumnique. J'accompagne les personnes sur leur chemin de vie. Je suis une médium qui est là pour accompagner, mais qui n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Je les accompagne sur leur chemin de vie en fonction de leur vécu. C'est-à-dire que je suis capable de leur démontrer, de leur expliquer qui ils sont aujourd'hui par rapport à leur vie, leur passé, leurs blessures, et de les repositionner dans ce qu'ils sont de juste par rapport à leur chemin qui est juste, par rapport à leur chemin de cœur qui est juste pour eux. Pourquoi ? Parce que je suis en pâte et qui fait que je ressens leurs émotions là où ils sont bloqués. Si c'est quelqu'un qui pleure à l'intérieur, si c'est quelqu'un qui a une carapace, si c'est quelqu'un qui porte un masque. Et par cette empathie, je sais au niveau de leur cœur qui ils sont. Et qui ils sont vraiment au niveau cœur. Au-delà de leurs blessures, au-delà du côté contrôlant de la vie. Et qui fait que je suis capable du coup de les repositionner en leur montrant ce qu'il faut retirer, ce qu'ils ont intégré des uns et des autres mais qui était erroné pour eux-mêmes, et de leur apporter ce qui est juste pour eux au niveau de leur cœur. Justement, Laetitia, donc il y a deux questions. Vous diagnostiquez quelque chose, vous observez quelque chose, oui, et vous proposez des solutions. Oui. Mais alors, quel est le bagage que vous avez acquis pour pouvoir faire cela? Et comment avez-vous découvert que vous aviez cette aptitude? Alors, j'ai toujours été empathe, déjà de naissance, qui fait que j'ai un parcours de vie qui est très très compliqué. J'ai vécu beaucoup d'expériences de vie dans mon côté privé, qui fait que j'ai une analyse déjà de beaucoup de situations. Ensuite, par cette empathie, j'ai vécu difficilement ma vie jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures, mais surtout quand on est différent, parce que être empathe, c'est ressentir énormément de choses. Et quand on est enfant avec ça, c'est compliqué. On s'isole, on se met de côté, on est parfois rejeté par nos différences, et qui fait qu'on ne comprend pas qui on est parce qu'on n'a pas de place ici. Donc, ça vous a fait évoluer, ça vous fait prendre conscience. Voilà, ça a été une grosse faiblesse, mais aujourd'hui c'est ma force, parce que mes différences sont ce que je suis réellement. Ensuite, j'ai un parcours de soignante. J'ai été soignante sur plusieurs années dans plusieurs domaines. Alors, j'ai fait la grossesse pathologique, j'ai fait la maternité, la salle de naissance, la cardiologie, la chirurgie. J'ai tourné dans beaucoup de secteurs et à un moment donné j'ai eu mes enfants et qui fait que j'ai décidé d'accompagner d'autres enfants. Donc j'ai été assistante maternelle agréée pendant plus de 12 ans, qui fait que j'ai eu la chance de rencontrer de nombreuses familles, de nombreux parents qui ont eux leurs blessures, et j'ai vu l'impact que ça peut avoir sur des enfants de 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, de voir leur réaction en fonction des parents. Et j'en ai fait mon analyse. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, de par ma sensibilité, de par ce que j'amenais, que je disais des choses à des parents, à un enfant qui avait 6 mois, et que quand il avait 2 ans, ça s'avérait vrai. Ah, voilà. Donc du coup, voilà. Donc vous avez validé votre façon de faire. J'ai validé ma façon de faire, et qui fait que quand la médiumnité s'est réveillée, pour moi, il y a 2 ans. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai toujours été médium. C'est venu en par-dessus le marché. C'est ça, en fait j'ai toujours été médium, je ne le savais pas parce que j'ai pas grandi dans voilà, c'est ça. Et à l'adolescence, j'ai vécu des chocs qui ont fait que j'ai fracturé cette médiumnité, je l'ai arrêtée, mais je ne le savais pas, c'était totalement inconscient. Et elle est revenue il y a 2 ans, où là j'ai pris des virages, virage après virage à 90 degrés, où j'ai changé de mode de vie, j'ai changé de perception de la vie, j'ai changé ma façon d'être, ma façon de travailler. Mais ma médiumnité a été pour moi une révélation, c'était la clé de ma vie, qui m'a expliqué finalement tout mon cheminement jusqu'à présent. Votre mission principale. C'est ça, tout à fait. Alors finalement, est-ce que la période sur laquelle on est sorti, le coronavirus, ça a été une expérience pour vous? Est-ce que les gens avaient des problèmes particuliers, des problématiques particulières? Alors, pour moi, je l'ai pas. Moi, j'étais pas dans ça à cette époque-là. Moi, j'étais encore dans le milieu des enfants. Ah oui, d'accord. Donc après, je pense que le Covid a amené certaines choses
et que malheureusement on n'a pas su voir, parce que la Terre nous a montré des choses, l'univers nous a montré des choses à travers tout ça. On n'en a pas tiré les leçons. Et on n'en a pas tiré forcément des leçons. Après, ça nous a appris quand même des choses. C'est par exemple la visio. Moi, aujourd'hui, je suis capable de travailler en visio comme en réel. Ah bah oui. Et ça ne m'impacte rien au niveau de mes capacités, qui fait que je peux toucher autant des gens qui sont sur l'île que des gens qui sont à Marseille. Vous êtes dans le distanciel aussi. Le distanciel. Oui, en fait, je peux toucher des gens qui sont sur l'île, ou à Marseille, ou autre, parce que je peux travailler autant en présentiel qu'en visio, et du coup atteindre beaucoup plus de personnes qui ont besoin de ça. Oui. Une abolition des frontières. C'est ça. Alors, donc finalement, si je comprends bien, vous n'utilisez ni le tarot, ni l'astrologie, ni la numérologie, toutes ces techniques-là. J'ai aucun support. Alors moi, j'aime bien faire jouer avec mes cartes, mais ça, c'est pour mon côté perso. Oui. Mais sinon, je n'ai aucun support. Oui, c'est ça. Je n'ai aucun support. C'est la différence avec beaucoup de gens ici qui ont des supports. Oui. Tout se passe sur un échange. De sortir le tarot, de tirer le tarot. Ah non, auprès de quelqu'un, jamais. En consultation. Non. Mais vous connaissez quand même. Je connais. Oui. Pouvez-vous expliquer pourquoi justement vous avez mis toutes ces techniques à distance? C'est-à-dire? Pourquoi vous n'avez pas voulu utiliser de support? Alors en fait, c'est que j'en ai jamais eu besoin, parce qu'en fait, moi, quand la médiumnité s'est réveillée, elle s'est réveillée comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors moi, elle s'est réveillée d'une manière un peu particulière par rapport à mon existence. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais quelqu'un avec qui j'étais proche il y a quelques années. Oui. C'était un collègue, mon binôme infirmier qui est décédé. Je l'ai appris il y a 2 ans, en janvier 2022, lors d'un rêve. C'est-à-dire qu'en fait, il est apparu dans mon rêve. Un rêve, on va dire, plus ou moins normal, banal, comme peut être un rêve. Sauf qu'à la différence, c'est que je me suis réveillée à 6h30 du matin pour aller au travail et que j'ai appris son décès par Internet. Parce que quelque chose m'a poussée à aller voir sur Internet et j'ai eu son acte de décès par Internet. Et à partir de ce moment-là, ça a été un enchaînement de tout. Parce qu'en plus, cette personne-là, elle est arrivée par mon rêve et elle n'est jamais repartie. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un de mes guides. C'est devenu quelqu'un qui est de l'autre côté, mais qui m'accompagne au quotidien. Donc vous avez des guides qui jouent un rôle. Alors j'ai des guides. Des rêves aussi. Alors j'ai des guides, j'ai des accompagnateurs comme nous tous finalement. Mais Et moi, vous les connaissez? Vous les alors avez non, pas du tout. identifiés ou pas? Non. Alors à part ce défunt qui est toujours auprès de moi et par lequel je passe énormément, sinon tout ce qui va être contact défunt, guidance, voyance, c'est que par moi que ça passe. Le contact défunt, c'est avec le défunt lui-même. J'ai une communication avec lui directement. Je ne passe jamais par mes guides. Sauf parfois, je peux entendre des voix qui fait qu'à un moment donné, je vais être dans une situation par moi perso et que là, je vais entendre une voix qui va me dire « va faire ça ». Fais comme ça. Mais sinon, je sais qu'ils sont là, je sais que j'ai énormément de monde autour de moi, mais tout passe par soit mon corps physique, soit par mes émotions, Alors, soit par ce que je vois. est-ce que vous avez des messages? Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous recevez? Alors j'ai tout essayé. Quand je me suis éveillée, j'ai tout essayé. Parce que tout a été tellement violent dans mon éveil que j'ai tout essayé. Alors j'ai essayé de faire de l'écriture intuitive. Ça a marché. J'ai essayé de tirer les cartes. Je réussis à tirer les cartes, mais c'est pas mon truc. Je connais d'autres personnes qui sont bien plus certifiées que moi pour le faire. Oui, ça ne vous empêche pas d'avoir des réponses exactes. Seulement, vous n'avez pas besoin de ça comme support. Voilà, c'est ça. par Je exemple, pense que ce que je suis moi me suffit largement. Parce que paradoxalement, les clients, parfois, ça les intéresse qu'on tire les cartes. C'est-à-dire que face à la médiumnité pure, ils sont parfois un peu voilà, c'est ce que je veux perplexes. dire, Et quand c'est on ça. tire les cartes, ça les rassure quelque part. Je pense que ça les rassure parce que c'est physique. Vous mettez sur la table quelque chose de physique, Voilà. quelque chose qui est là devant eux, alors que quand vous parlez comme ça, Oui. finalement c'est que vous, en fait, vous pouvez rien montrer sur la table, à part votre bonne foi et votre cœur quand vous faites la chose. Alors après, moi, mes consultations, c'est un échange entre 2 personnes, donc moi et les consultants, c'est un échange. Comme si, je dirais, on allait chez un psychologue. C'est un échange autour de la vie de la personne. Et moi, à ça se met en place ma médiumnité et mon empathie. Dans tout ça. D'une certaine manière, on peut dire que les vrais voyants n'ont pas besoin de support. C'est un peu agressif. Alors, moi, je c'est un peu une forme de
de palliatif à un manque de médiumnité. Alors moi, je m'avancerai jamais sur ça parce que je pense que la médiumnité, c'est comme notre empreinte digitale, ça nous appartient. Et la médiumnité appartient à chacune des personnes qui sont médiums et qui représentent ce qu'elles sont. Donc je pense qu'il n'y a pas de le côté support ou pas support. Après, moi c'est vrai que j'ai pas de support parce que ça s'est fait comme ça vis-à-vis de moi. Pourquoi un tel ou d'autres personnes vont avoir tel ou tel support, je ne sais pas, parce que ça s'éveille comme ça chez eux, parce que ça va être un outil, peut-être qu'ils vont les mettre eux en confiance, peut-être que ça va être des gens finalement qui n'ont pas besoin de support, mais ils vont avoir ils vont mettre un support pour se donner confiance. Moi par exemple, je fais des contacts défense sans photo, et pourtant en conférence, je vais demander des photos parce que ça me met en confiance. D'accord. Parce que ça me met en confiance. Voilà, ça me met en confiance parce que j'ai quand même une image, j'ai un rapport qui est physiquement, et c'est vrai que si on stresse, si machin, au moins on a quelque chose qui est là. Qui est C'est de confiance qui est important. Et en taux vibratoire, est-ce que vous sentez, si une photo c'est un défunt, est-ce que vous sentez une vibration différente d'une photo d'un vivant? Alors, En magnétisme, en vibration. alors moi en magnétisme, alors j'ai du magnétisme mais je l'utilise pas spécialement, j'utilise beaucoup pour les émotions, pour apaiser moi l'émotionnel chez quelqu'un. Mais je dirais qu'en photo, moi je dirais que je vais fonctionner un peu comme un satellite. C'est-à-dire que je vais avoir la photo et je vais rechercher un petit peu dans mon esprit et ça va venir comme un satellite, sauf que moi c'est sous forme de pensée. Et j'ai la personne qui arrive sous forme de pensée. Donc souvent, en premier lieu, j'ai l'histoire de la personne, j'ai l'émotionnel, j'ai son parcours de vie en lien avec la personne que j'ai en face de moi. Et après, je vais avoir son évolution de l'autre côté. Il va m'expliquer comment ça s'est passé, comment il vit. Mais c'est toujours dans un but émotionnel d'accompagnement de la personne qui est vivante. C'est jamais c'est jamais dans un but de preuve. Et vous avez des contacts avec les décédés aussi, dans la carrière? Des décédés, des personnes qui sont décédées, oui. Vous pouvez communiquer avec les... C'est le spiritisme. Bah, je communique avec les défunts. Après, je dirais, vous mettez le mot que vous voulez dessus. Vous recevez des messages éventuellement des défunts de la personne. Oui, c'est ça. En fait, il faut La venir. personne vient vous voir. Et qu'elle me dit j'ai perdu telle personne. Elle vient avec ses défunts, c'est ça. Voilà. Ils sont là. Alors moi, par contre, les contacts défunts que je vais avoir, ils sont toujours en faveur de la personne qui m'accompagne. C'est-à-dire que la personne, il va toujours falloir qu'elle me dise j'ai perdu un tel ou j'ai perdu un tel. J'ai pas besoin de nom, j'ai pas besoin de date, j'ai besoin de rien. À part juste qu'on me dise c'était ma grand-mère, mon frère, ma soeur, mon père, mon mari. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui s'enclenche. Je vais pas venir et vous dire autour de vous, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Ça fait pas partie parce que je ne suis pas là pour prouver, je suis là pour accompagner. Mais pour accompagner la personne qui est face à moi sur le deuil qui va lui correspondre, il faut qu'elle me dise quel deuil lui fait mal. Quel deuil elle a besoin. Quel contact avec qui elle a besoin pour avancer dans sa vie. Parce que si je lui dis j'ai son oncle alors que c'est sa mère qui est partie et que c'est ce défunt-là qui lui fait mal, ce départ-là, ça va l'amener à rien, ça va lui amener à aucune évolution. Ah oui. Donc la personne vous aide quelque part pour, Ouais, c'est ça. La personne qui est partie va m'aider au niveau émotionnel, de savoir un petit peu le lien qui s'est construit entre les deux personnes, et elle va m'accompagner dans l'accompagnement de sa personne qui est en vie, qui est sur Terre. Et elle peut vous envoyer des messages pour rassurer ou consoler C'est ça. un peu la... Oui, tout à fait. Mais c'est toujours dans le but émotionnel. L'émotionnel, c'est le cœur. Oui, c'est ça. Mais moi, je travaille qu'avec ça. Un être du cœur parmi les cœurs. Alors le mot ange, il a un sens particulier pour vous, le mot ange? Alors oui, le mot ange, il a un sens particulier pour moi par rapport à ma vie. Parce qu'à un moment donné, j'ai quelqu'un dans ma vie qui est parti et dont le prénom avait un sens avec le mot ange. Et ensuite, l'ange c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, sans vraiment savoir vraiment pourquoi au final. Mais on m'offrait des anges, il y a trouvé toujours une relation avec un ange quelque part. On me disait que j'étais un ange, on m'amenait toujours en lien avec en relation avec les anges. Et c'est vrai que par rapport à conscience, c'est une prise de conscience en lien avec les anges. Et c'est pas parce que je communique avec les anges quelque part c'est un symbolisme céleste. C'est un symbolisme d'ancrage céleste. C'est ça. Littéralement, étymologiquement, c'est un message. C'est ça. Mais c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience par rapport à la spiritualité, par rapport à la médiumnité. D'accord.
Donc, quelles sont vos capacités au niveau prévisionnel finalement? Vous ne pouvez pas donner de date. Alors non, moi je donne pas de date, je donne pas de temps. Quand j'ai des réponses à des questions, je les amène avec beaucoup de tact parce que la médiumnité n'est pas, je vais dire, c'est pas que c'est pas une science exacte, c'est que c'est en lien avec la vie de la personne. Donc parfois on va avoir un chemin de vie, on va dire à la personne tu vas vivre ça, mais parfois la personne 6 mois avant ça, elle va faire un choix de vie qui va avoir un impact sur les prévisions qu'on a eues. Alors c'est pour ça que moi parfois j'ai des questions, des personnes qui vont venir vers moi et qui vont me poser des questions sur leur avenir. Si j'ai la réponse, je la donne. Si j'ai pas la réponse, je l'ai pas et donc je peux pas l'inventer. Par contre parfois ça arrive qu'on me dise on peut pas te la donner parce que ce choix-là doit être fait par la personne. Parce que ce choix-là va avoir un impact sur les prochains mois de sa vie et que toi, tu peux pas faire le choix pour elle. C'est à la personne, légitimement, de prendre sa place dans la vie et de se positionner dans sa vie en faisant ce choix-là. Son libre arbitre et la C'est ça. responsabilité que ça implique. Voilà. Donc en fait, moi, encadré par des guides. c'est ça. Et moi, je repositionne. C'est pour ça que moi, je la Voilà comment on repositionne. peut faire, etc. Je la repositionne dans sa légitimité d'être. Parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on a tous été un jour un enfant, qu'un enfant, ça grandit dans les yeux de ses parents, ça grandit en fonction des adultes, et que malheureusement, les adultes, eux aussi, ont leurs blessures, leur passé, et que à la base, on fait un enfant pour soi au départ, mais qu'à un moment donné, cet enfant devient quelqu'un, et qu'il faut à un moment donné se poser la question de qu'est-ce qui est bien pour lui, et pas pour moi la maman. Et mettre en place quelque chose qui va être confortable pour la personne, pour cet enfant, parce que c'est sa vie. Mais parfois, le parent va avoir un impact sur l'enfant, sur la vie de l'enfant, qu'il va porter un certain nombre d'années. Et que certains échecs sont des leçons de vie, forme d'apprentissage. Ah ben c'est toujours un apprentissage de toute façon. On ne peut pas passer un examen à la place de l'autre. C'est ça. Mais toute la vie est un apprentissage, une évolution pour notre âme. L'âme, elle vient pour ça. Elle vient pour apprendre, évoluer, grandir. Et c'est malheureusement, l'humain n'évolue pas si on ne lui retire pas quelque chose. Il va pas évoluer quand tout va bien et quand tout est rose. On se pose pas de questions. L'humain, il n'a pas besoin de se poser de questions. Par contre, si on lui retire quelque chose, on le met dans le vide, et ben il va se rendre compte que finalement ce truc-là c'était pas mal. Mais il va aller chercher des réponses. La frustration. Et le psychique se met en place. La frustration. Est-ce que ça veut dire que lorsque nous naissons, nous avons déjà un programme qui nous a prévu, une mission qui nous a prévue? Alors, je pense qu'en effet, les grandes zones de notre vie, elles sont déjà inscrites, elles sont déjà mises en place avant même qu'on arrive. Et après, il y a un libre arbitre, mais un libre arbitre qui est très limité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver à des carrefours giratoires avec 3 choix. Le chemin le plus court, le chemin moyen et le chemin le plus long. Mais pour arriver finalement à la zone qu'on devait arriver. Mais on choisira le chemin vers lequel on veut Alors, aller. est-ce qu'on choisit ça avant de naître? Non, on choisit tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, on a un parcours qu'on doit prendre, un cheminement. Mais quand on arrive ici, on sait plus rien. Donc on vit l'instant T. Et on apprend et on évolue. Mais par exemple, quelqu'un qui va vivre l'abandon à la naissance, l'abandon dès le départ, il va avoir toute cette vie pour rechercher et comprendre qui il est. Parce qu'il aura vécu l'abandon. Et quand on vit une blessure d'âme, quelle qu'elle soit, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation, à un moment donné, on se l'intègre en soi et on s'auto-abandonne pour ne plus être abandonné des autres. Comment on fait pour s'auto-abandonner? En fait, ça se construit. Un enfant qui va avoir un ressenti d'abandon à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, il va se construire avec ça. Qui fait qu'à un moment donné, son corps, son psychique va intégrer cette blessure pour ne plus la vivre vis-à-vis des autres, pour ne plus être abandonné. Donc cet enfant va s'auto-abandonner dans sa construction, c'est-à-dire qu'il va se rendre transparent, il va se mettre de côté en faveur des autres, pour ne plus être abandonné. Mais il va s'auto-abandonner. Et donc ça va être quelque chose. Il peut donc avoir peur d'être abandonné. Ah bah ce ressenti va le suivre toute sa vie. Parfois, on s'en va avant d'être abandonné. C'est ça. Ça va être quelque chose qui va le suivre toute sa vie, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un ou que par lui-même, il casse ce schéma pour ne plus s'auto-abandonner et comprendre qu'il n'a jamais été abandonné, mais que c'est lui qui s'est abandonné.
Parce que finalement, toutes les situations qu'il aura rencontrées, il va dire bah, c'est bizarre, je me sens tout le temps abandonnée. Quoi que je vive, quoi que je fasse, j'ai ce ressenti qui revient et qui revient et qui revient. Alors, quelles sont les catégories qui existent? Alors, quelles sont les différentes catégories? Il y a l'abandon. Quelles sont les épreuves qui sont les plus classiques? Alors, au niveau des blessures d'âme, vous avez l'abandon, vous avez l'injustice, vous avez l'humiliation, vous avez la trahison et vous avez le rejet. Ça, c'est les 5 principales. Voilà. Ça, c'est les 5 principales. Mais toutes ces principales, elles vont se vivre de la même manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est humilié, on est contrôlé, on est trahi, et à un moment donné, on se l'intègre. La trahison, l'humiliation, à un moment donné, on va s'auto-humilier, s'auto-trahir. Et c'est un chemin qu'on va prendre au niveau de sa vie. Et c'est vous qui avez trouvé ça, les différentes catégories? Alors, moi j'ai commencé à les travailler sans savoir ce que c'était. Et un jour j'ai ouvert un bouquin, le bouquin que tout le monde connaît, et j'ai dit ok, mais c'est ça que j'ai lu 2-3 pages, et je me suis dit ok, mais en fait c'est ça que je travaille depuis des mois, des années, sans savoir ce que c'était. Et en fait j'ai fermé le livre, je l'ai jamais réouvert, et j'ai commencé à travailler ça. Et c'est au fil de mes consultations, au fil de mon travail sur moi, parce que moi pendant 2 ans j'ai fait ce travail sur moi, parce que tout ce que j'amène en consultation, c'est mon parcours. C'est tout ce que j'ai intégré, c'est tout ce que j'ai compris de la vie. C'est pas quelque chose que j'ai inventé ou que j'ai tiré de bouquin. C'est vraiment mon parcours de vie, tant dans le privé que dans le côté médiumnique. Mais alors, attendez, ça c'est plutôt des choses négatives qui sont présentées là. Comment ça? L'humiliation, l'abandon. Alors c'est négatif parce que c'est une blessure. Il doit y avoir aussi des perspectives positives. Bah justement, une blessure c'est négatif parce que c'est quelque chose qu'on vit, qu'on subit. Par contre, elle a pour but positif. Parce que quand vous vivez l'abandon, bah, l'opposé de l'abandon, c'est de ne pas être abandonné, c'est de comprendre qu'on n'est pas abandonné. Le rejet, c'est de comprendre en fait qu'on peut se trouver soi-même par soi-même et pas en vue des autres. C'est vulnérable. Et en fait, du coup, on a ce parcours jusqu'à soi, le rejet, on va vivre le rejet, on va s'auto-rejeter. Donc, t'es pas belle, t'es moche, de toute façon, t'arriveras à rien. Ça, c'est le pur rejet. On s'intègre. Et à un moment donné, pour arriver jusqu'au bout de son chemin, et dire, ok, je me suis trouvée moi-même par mes propres moyens, par mes propres regards, par mon propre cœur. Mais c'est vrai que c'est un travail souvent qu'il est difficile de faire tout seul, sauf si on arrive à avoir une propre auto-analyse. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut toujours un petit coup de main pour changer de vision de vie, puis changer sa caméra d'angle, je dirais, de vision de la vie. C'est plutôt... Mais alors, est-ce que ça demande plusieurs séances, tout ça? Alors, tout dépend de pourquoi on vient me voir. Parce que qu'il y a des gens, il y a des personnes qui viennent pour un questionnement de vie, ils vont faire 3-4 séances. Au bout des 3-4 séances, ils auront compris, ils vont dire, ok, vous m'avez apporté ce que je venais chercher, à la prochaine fois. Et puis il y en a d'autres qui viennent avec une vraie questionnement de vie, qui me disent mais je comprends pas, j'arrive pas à me positionner. C'est un accompagnement sur plusieurs mois. C'est ça, c'est ça. Mais après, je fais en sorte que ce soit toujours la personne qui acte. Donc même la quantité des consultations, je vais jamais imposer toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois. Ça va être à la personne de faire ce choix pour elle-même. Parce que c'est elle qui vous demande le prochain rendez-vous? Voilà, alors moi, à chaque consultation, je dis, voilà, est-ce que vous voulez reprendre un rendez-vous? Mais c'est la personne qui va me donner la date. Alors quand ça fait très loin, je le précise, je dis, bon, par rapport au travail émotionnel qu'on fait, c'est quand même bien qu'on se voyait un peu plus tôt. Mais par contre, c'est la personne qui acte complètement. Je n'impose strictement rien. Parce que si j'impose quelque chose, la personne, elle n'intégrera rien parce que ça ne sera pas son choix. Est-ce qu'il y a des personnes que vous sentez que vous ne pouvez pas les aider? Parce qu'elles n'ont pas le profil, elles n'ont pas la psychologie qu'il faut. Alors, je dirais qu'il faut être réceptif. C'est surtout ça. Oui. Être réceptif à ce que je vais amener, à ce que je vais faire. Parce que si la personne elle est complètement murée et complètement fermée, que ce soit à la médiumnité ou même à un accompagnement quelconque, même avec mon empathie, moi je vais savoir qu'elle est murée. Oui. Mais tant que la personne elle est murée elle-même, à part lui dire vous êtes muré, il va falloir faire quelque chose, il faut qu'elle soit réceptive à ça et qu'elle ose accepter de démurer, de lâcher prise sur ce qui se passe. Elle ressente le besoin. Voilà, il faut qu'elle ressente le besoin parce qu'à un moment donné, ça va être au bon moment dans sa vie. Parce que parfois, c'est pas forcément le bon moment. Parce que la personne, elle n'a pas encore vécu ce qu'elle devait vivre pour en arriver là. Et des fois, on dit on ne donne pas à boire à un cheval qui n'a pas soif. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que moi, je parle souvent de graines qu'on sème. Oui. Parce que même si moi, par exemple, dans un salon, je vais rencontrer beaucoup de monde, toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles me disent oui, je vais vous rappeler. Elles ne vont pas forcément me rappeler dans une semaine ou dans 2 semaines. Mais c'est des graines que j'ai semées dans leur esprit par rapport à leur évolution et que je sais que
peut-être que c'est dans 6 mois, peut-être que ça sera dans 1 an, ou à un moment où elles en auront besoin, peut-être qu'elles repenseront à ce qu'elles ont vécu avec moi à ce moment-là, et elles diront, peut-être que c'est le moment. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez pu avoir comme relation avec quelqu'un que vous voyez plusieurs années plus tard? Est-ce que vous gardez le souvenir de vos contacts? Alors oui, c'est quand même, parce que c'est une aventure humaine avant tout. Quelqu'un vous dit, oui, on s'est vu, mais vous êtes obligé de vous souvenir de tout ce que vous Alors, avez. des fois, je vais avoir des histoires qui vont me marquer plus que d'autres. Donc, il y a des personnes que je vais me souvenir. Alors, en règle générale, j'arrive souvent à me souvenir de beaucoup de monde. Oui. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'en consultation sur des salons, moi, je prends toujours le nom des personnes que je reçois en salon, en consultation. Parce que ça me permet d'avoir un suivi et que même si la personne elle me recontacte dans 1 an, j'ai son nom, j'ai son prénom et j'ai déjà quelque chose qui est inscrit sur un papier que je peux reprendre. Mais vous ne faites pas un résumé. C'est-à-dire Enfin, par rapport au nom de la personne, un résumé. Non, de en fait, la- en consultation, moi, en consultation, que ce soit ici ou en cabinet, j'ai mon carnet, en fait, où lequel je note les points voilà. clés de la consultation. Voilà. Dans quel état d'esprit se trouve la personne, la quelle raison, le pourquoi, le comment, comme des notes, en fait. Donc, il y a une- C'est des notes que je reprends à chaque consultation dans un dossier, comme dans un dossier médical. Journal. Voilà, La qui partie me permettent historien. et qui me permettront dans 6 mois de savoir où la personne elle a commencé et où est-ce qu'on en est 6 Et mois. d'avoir un meilleur suivi. Ah bah c'est une vraie prise en charge, c'est une vraie prise en charge psychologique. C'est pas une personne. Et ça, vous l'avez développé déjà dans votre passé médical. J'ai des besoins Vous avez une méthode de travail. Voilà, c'est dans mon passé médical. Érodé. C'est dans ma prise de notes parce que j'ai appris à prendre des notes. Oui. C'est aussi le côté cœur par rapport aux très enfants fort. et aux familles que j'ai C'est très rencontrées. Par rapport aux familles que j'ai rencontrées, c'est vraiment un ensemble de pièces à mon puzzle qui ont fait que je suis arrivée ici, tout simplement. Et alors, comment est-ce que vous pensez que vous allez évoluer alors, dans les prochaines années? Vous pensez qu'il y aura des choses qui vont se débloquer ou qui vont être révélées? Alors, si j'en suis mes accompagnateurs, normalement, oui, ça devrait se développer, ça devrait évoluer. Moi, normalement, il y a quelque chose qui me porte, qui fait que je suis censée, moi, être amenée à beaucoup bouger dans toute la France.